De façon inattendue, c'est grâce à la psychologie que la question des origines du langage rebondit. En observant des primates, un psychologue a la surprise de constater que certaines espèces de singes se servent principalement de leur main droite pour communiquer avec leurs congénères. Une main droite commandée dans ce cas chez ces primates et uniquement dans ce cas-là par l'hémisphère gauche du cerveau où l'on sait depuis longtemps que se trouve précisément chez l'être humain ce qu'on appelle les aires du langage. Chez les babouins, mais aussi chez les chimpanzés, on aurait une forme de communication qui serait latéralisée et qui mobiliserait des structures nerveuses qu'on va retrouver ensuite à l'œuvre activée chez l'homme. Il est intéressant de constater que cette mobilisation pour la communication gestuelle n'aurait pas son équivalent pour ce qui est de la communication vocale. Les primates non humains vocalisent, vous les entendez, mais les recherches de terrain et de laboratoire ont montré que la production vocale n'est pas latéralisée au niveau cérébral, alors que la communication gestuelle semble l'être de façon beaucoup plus évidente. Mon idée, c'est que le geste est organisé de manière différente que les vocalisations, que le contrôle cérébral du geste est plus précoce que celui des vocalisations. C'est vrai d'ailleurs chez l'enfant. L'enfant humain a un contrôle de ses gestes plus précoce que celui de ses vocalisations. Et donc, tout ça me fait soutenir l'idée que le système gestuel a joué un rôle important dans la mise en place de ce long processus qui a conduit au langage. L'aptitude du cerveau au mécanisme du langage aurait commencé à se mettre en place il y a au moins 8 millions d'années, bien avant que le moindre mot soit prononcé. Ce serait donc l'usage de la main droite pour communiquer qui serait à l'origine de la spécialisation de l'hémisphère gauche de notre cerveau dans le langage. Et c'est justement dans cet hémisphère gauche que se trouvent les deux zones responsables du langage. L'aire de Broca, qui contrôle la production de la parole, et l'aire de Wernicke, responsable du sens. Ces deux aires sont reliées entre elles par un faisceau de neurones, le faisceau arqué. Si cette hypothèse-là est vraie, alors les signes de la langue des signes ont certainement un statut très particulier, parce que ça voudrait dire que les aires du cerveau qui nous permettent de comprendre ce qu'on entend, les aires de Broca et de Wernicke qui travaillent ensemble, au départ, ça aurait dû être des aires qui permettent de bien saisir la forme d'un signe et de l'interpréter. Et ça aurait évolué vers la compréhension des sons du langage. Donc on a fait l'hypothèse que si ça c'était vrai, alors si on présentait de la langue des signes à quelqu'un qui ne la comprend pas, on devrait activer les aires de la compréhension. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris des sujets et on leur a proposé de regarder une histoire signée ou bien une histoire racontée en langue orale. Ok, tu peux ouvrir tes yeux, je te rentre dans le tunnel. Grâce à l'imagerie cérébrale dont elle est une des pionnières en France, Nathalie Tsouriau et les chercheurs qui l'entourent observent ici, in vivo, l'activité du cerveau au cours de la pratique du langage.